Madrid, 10 octobre 1830. Dans les appartements dorés du Palais Royal, naît une enfant dont la vie va transformer la monarchie espagnole en spectacle de boulevard. Isabelle II arrive au monde dans un contexte explosif. Son père Ferdinand VII vient d'abolir la loi salique par la pragmatique sanction, révolutionnant les règles de succession. Cette décision provoque immédiatement la fureur de l'infant Charles, frère du roi, qui refuse catégoriquement de reconnaître sa nièce. L'infant Charles considère que seul un homme peut régner sur l'Espagne. Cette opposition déclenche une guerre civile qui va durer des décennies et créer les conditions parfaites pour l'émergence de la figure la plus scandaleuse de l'histoire royale européenne. Quand Ferdinand VII meurt, le 29 septembre 1833, Isabelle n'a que 3 ans. Sa mère, Marie-Christine de Bourbon-Sicile, assume la régence d'un royaume déchiré par les guerres carlistes. Marie-Christine donne rapidement le ton des mœurs relâchées qui vont caractériser cette époque. Elle se remarie secrètement avec Fernando Muñoz, un simple garde du corps, scandalisant la cour et montrant l'exemple de ce qui va suivre. La petite reine grandit dans un environnement politique instable, sans père pour la guider et avec une mère plus préoccupée par ses propres intrigues amoureuses que par l'éducation de sa fille. L'éducation d'Isabelle II se révèle être un désastre complet. Confiée à des dames d'honneur incompétentes, elle ne reçoit qu'un vernis superficiel d'instruction. Personne ne lui enseigne l'art de gouverner, la diplomatie ou même les bases de la politique. Cette négligence criminelle transforme la future reine en une adolescente facilement manipulable, avide d'affection et dangereusement naïve. Cette formation lacunaire la rend vulnérable aux influences de tous les hommes qui croiseront sa route. Dès l'adolescence, Isabelle manifeste un tempérament passionné et une sensualité précoce qui inquiète son entourage. À 13 ans, en 1843, les Cortés la déclarent majeure et apte à régner. Cette décision précipitée jette une enfant sans défense dans la fosse aux lions de la politique espagnole. Sans préparation adéquate, elle devient la proie de tous les ambitieux qui voient en elle un moyen d'accéder au pouvoir. Les généraux se succèdent à la tête du gouvernement, tandis qu'Isabelle, isolée et vulnérable, cherche désespérément l'affection qui lui a manqué durant son enfance. Cette quête éperdue d'amour va la conduire dans les bras d'une succession d'amants qui transformeront la monarchie espagnole en objet de scandale. La question du mariage de la reine devient rapidement un enjeu européen majeur. La France de Louis-Philippe souhaite maintenir son influence en Espagne, tandis que l'Angleterre veut éviter un rapprochement entre les couronnes espagnoles et françaises. Les Autrichiens intriguent également. Plusieurs prétendants sont évoqués dans les chancelleries européennes. Finalement, le choix se porte sur François d'Assise de Bourbon, cousin germain d'Isabelle, pour une raison cynique. Son caractère faible et son désintérêt apparent pour la politique en font un époux théoriquement manipulable. Ce que les diplomates ignorent ou choisissent d'ignorer, c'est la véritable nature du jeune homme. François d'Assise de Bourbon, surnommé Paquita par le peuple madrilène, est notoirement homosexuel. Ce diminutif féminin révèle tout ce qu'il faut savoir sur sa réputation. Il souffre également d'hypospadias, une malformation génitale qui complique considérablement ses relations intimes avec les femmes. Cette condition physique, combinée à ses préférences sexuelles, rend le mariage royal impossible dès le départ. Le jour du mariage, le 10 octobre 1846, jour des 16 ans d'Isabelle, l'atmosphère est lourde de pressentiments. L'ex-régente Marie-Christine ne peut s'empêcher de soupirer devant l'Assemblée. Ce mariage ne devrait pas être. Elle comprend instinctivement que cette union va tourner au désastre le plus complet. Isabelle elle-même, découvrant son époux le matin des noces, s'exclame avec désespoir. « Non, avec Paquita, non !» La nuit de noces révèle toute l'ampleur du désastre. François d'Assise, incapable et peu désireux de consommer le mariage, laisse Isabelle dans un état de frustration profonde et d'incompréhension totale. La jeune reine, naturellement passionnée et sensuelle, se retrouve prisonnière d'une union stérile avec un homme qui la dégoûte et qui éprouve une aversion évidente pour les femmes. On raconte qu'Isabelle aurait confié à une dame d'honneur
Qu'aurais-tu dit si, au soir de tes noces, tu t'étais retrouvé face à un mari qui portait plus de dentelle que toi? Cette phrase résume parfaitement l'absurdité de la situation. Cette nuit traumatisante marque le début d'une des vies sentimentales les plus tumultueuses de l'histoire royale européenne. La situation explosive qui en résulte va donner naissance à une série de scandales qui ébranleront l'Europe entière. Isabelle, frustrée et désespérée, va chercher ailleurs ce que son mariage ne peut lui offrir. Cette quête va la conduire dans les bras d'une succession d'amants qui transformeront la monarchie espagnole en spectacle de vaudeville. Quelques mois après son mariage désastreux, Isabelle ne supporte plus cette situation humiliante. En 1847, à 17 ans seulement, elle affiche publiquement sa passion dévorante pour le général Francisco Serrano, un séduisant militaire de 34 ans. Cette liaison éclate au grand jour de manière spectaculaire, quand la reine manifeste ouvertement son désir de divorcer de François d'Assise pour épouser son amant. Le scandale est énorme et sans précédent. Jamais une reine d'Espagne n'a étalé ainsi ses infidélités conjugales devant toute l'Europe. Serrano, homme ambitieux et calculateur, profite immédiatement de sa position privilégiée pour influencer les décisions politiques de la reine. Isabelle, aveuglée par la passion, lui accorde des promotions rapides et des faveurs qui scandalisent profondément toute la cour. Cette première liaison révèle le mécanisme pervers qui va empoisonner tout le règne d'Isabelle II. La confusion permanente et dangereuse entre les sentiments personnels de la reine et les affaires de l'État. Chaque nouvel amant devient automatiquement un acteur politique influent, créant une instabilité gouvernementale chronique. L'intervention énergique de Marie-Christine et du général Narvaez met finalement fin à cette première liaison scandaleuse en 1848. Serrano est muté à Grenade, loin de Madrid et des tentations de la cour. Mais le mal est fait de manière irréversible. Isabelle a goûté au plaisir de l'amour charnel et ne peut plus s'en passer. Elle entre alors dans une spirale de liaisons multiples qui va durer 20 ans et transformer définitivement la monarchie espagnole en objet de moquerie européenne. François d'Assise, parfaitement conscient de son incapacité à satisfaire sa femme et de son absence totale d'attrait pour elle, adopte une attitude résignée mais cynique face aux infidélités répétées de la reine. Il développe même une méthode particulièrement humiliante pour gérer cette situation. Il donne systématiquement aux chiens du palais royal les noms des amants successifs de son épouse. Ainsi naissent les chiens Serrano, Puigmolto, O'Donnell, Marfori et tant d'autres. Cette ménagerie canine devient rapidement un véritable catalogue vivant des aventures extramatrimoniales d'Isabelle, connue de toute la cour et bientôt de toute l'Europe. Cette méthode permet à François d'Assise d'exprimer publiquement son mépris tout en conservant les apparences de la dignité royale lors des cérémonies officielles de présentation des nouveaux-nés royaux à la cour. François d'Assise prend également l'habitude de prononcer une formule devenue célèbre dans toute l'Europe. « Vous féliciterez Sa Majesté mon épouse d'être tombée enceinte et d'avoir heureusement accouché. » Cette phrase ambiguë devient rapidement légendaire, chacun comprenant parfaitement que le roi consort désavoue publiquement et délibérément la paternité des enfants royaux. Le 2 février 1852, Isabelle échappe de justesse à un assassinat qui aurait pu changer le cours de l'histoire espagnole. Ce jour-là, elle se rend en grande pompe à la basilique Notre-Dame d'Atocha pour présenter officiellement sa fille nouveau-née, l'infante Marie-Isabelle, surnommée La Chata. Un prêtre franciscain, Martin Merino y Gomez, parvient à s'introduire dans le cortège royal grâce à ses habits ecclésiastiques. Cet homme de 63 ans cache une personnalité complexe et dangereuse. Ancien guérillero de la guerre d'indépendance contre Napoléon, il est devenu au fil des années un républicain radical nourrissant une haine féroce contre la monarchie. Ses convictions politiques extrêmes et ses problèmes personnels multiples en font un individu particulièrement instable et dangereux. Quand Isabelle descend majestueusement les escaliers du palais royal en direction d'Atocha, tenant sa fille dans ses bras, Merino s'approche et se jette théâtralement à genoux devant elle
comme pour demander une grâce royale. Alors qu'elle se penche vers lui avec bienveillance, il sort brusquement un poignard effilé de sa soutane et lui porte un coup violent au côté droit en criant avec rage « Tiens, tu en as assez !» La lame pénètre dans le corset richement brodé d'Isabelle, mais un miracle se produit. Les baleines métalliques et les épais tissus brodés d'or de ses sous-vêtements déviennent miraculeusement le coup mortel. La reine s'effondre immédiatement, perdant connaissance pendant plusieurs minutes terrifiantes, tandis que le colonel Manuel de Mencos rattrape l'infante avant qu'elle ne tombe. Merino est instantanément arrêté par la garde. Interrogé sur ses éventuels complices, il répond avec un mépris hautain. « Croyez-vous qu'il y ait en Espagne 2 hommes comme moi ?» Jugé et condamné à mort en seulement 5 jours, il est exécuté au Garrotteville le 7 février 1852. Ses cendres sont délibérément dispersées dans la fosse commune du cimetière du Nord pour éviter qu'elles deviennent des reliques pour les ennemis de la couronne. L'amant le plus célèbre et le plus controversé d'Isabelle II reste sans conteste Enrique Puigmolto y Mayans, aristocrate valencien servant comme capitaine dans la garde royale. Arrivé à Madrid en 1856, ce militaire séduisant de 28 ans conquiert immédiatement et définitivement le cœur de la reine. Leur liaison passionnée dure plusieurs années et génère les rumeurs de paternité illégitimes les plus persistantes et les plus crédibles de toute l'histoire royale espagnole. Puigmolto incarne absolument parfaitement le type d'homme qui fascine et séduit Isabelle. Il est grand, élégant, physiquement impressionnant, militairement brave et socialement ambitieux. Membre d'une famille noble valencienne respectée, il possède l'éducation raffinée et les manières aristocratiques qui lui permettent d'évoluer naturellement dans l'environnement sophistiqué de la cour madrilène. Sa correspondance amoureuse avec la reine, miraculeusement préservée dans les archives royales, révèle l'intensité absolument extraordinaire de leur passion mutuelle. Isabelle lui écrit des lettres littéralement enflammées où elle exprime ses désirs et ses frustrations avec une franchise qui choque profondément pour l'époque. Ces missives, découvertes bien plus tard par les historiens, confirment définitivement que leur relation dépasse largement le simple caprice royal pour devenir une véritable grande passion amoureuse. Puigmolto ne se contente absolument pas de séduire la reine dans l'intimité feutrée des appartements royaux. En 1856, lors de la grave crise politique connue sous le nom de Révolution de 1856, il prend courageusement la tête de la défense militaire du Palais Royal contre les insurgés républicains. Sa bravoure exceptionnelle lors de ces événements dramatiques lui vaut la reconnaissance officielle enthousiaste d'Isabelle. La reine le nomme immédiatement vicomte de Miranda et lui accorde la prestigieuse Grand Croix de San Fernando de Muse, première classe, l'une des plus hautes décorations militaires espagnoles. Cette promotion absolument spectaculaire d'un simple capitaine au rang de vicomte scandalise profondément toute la noblesse espagnole. Chacun comprend parfaitement que Puigmolto doit sa fortune foudroyante au service très particulier qu'il rend à la souveraine bien au-delà de ses obligations militaires officielles. Le 28 novembre 1857, Isabelle II donne naissance à un fils tant attendu, le futur Alphonse XII, qui deviendra roi d'Espagne. Cette naissance, si longtemps espérée pour assurer définitivement la succession dynastique, s'accompagne d'un détail absolument troublant qui alimente immédiatement toutes les rumeurs. François d'Assise brille par son absence totale lors de l'accouchement. Le roi consort réside depuis plusieurs mois au palais du Pardo, officiellement pour des raisons de santé. Mais chacun à la cour sait parfaitement qu'il fuit délibérément les infidélités répétées et humiliantes de sa femme. Cette absence, au moment crucial de la naissance de l'héritier du trône, constitue un désaveu public particulièrement éloquent. En revanche, Enrique Puigmolto passe ses jours absolument cruciaux au Palais Royal, officiellement pour des questions de sécurité rapprochées, mais sa présence constante et attentive aux côtés de la reine alimente naturellement toutes les spéculations les plus folles. Le nouveau-né présente des traits physiques caractéristiques qui ne rappellent ni Isabelle ni François d'Assise, mais qui évoquent de manière troublante ceux du beau capitaine valencien.
les courtisans malveillants commencent immédiatement à surnommer discrètement le petit prince El Puig Moltejo, diminutif moqueur et révélateur qui suggère clairement sa véritable filiation biologique. Cette appellation perfide, rapidement adoptée par toute la cour médisante, devient si populaire qu'elle parvient rapidement aux oreilles du peuple madrilène, toujours friand de scandales royaux. L'idée que l'héritier direct du trône espagnol ne soit pas un Bourbon authentique, mais le fils illégitime d'un simple noble valencien, provoque une crise de légitimité dynastique absolument sans précédent dans l'histoire de la monarchie espagnole. Cette situation explosive menace directement les fondements mêmes de l'institution royale. Isabelle elle-même semble confirmer involontairement ses soupçons tenaces par son comportement maternel révélateur. Elle manifeste pour ce fils une affection particulière et exclusive, bien plus grande et plus démonstrative que celle qu'elle porte à ses filles légitimes. Le petit Alphonse bénéficie systématiquement de toutes les attentions personnelles de sa mère, qui veille jalousement à son éducation et refuse obstinément de le confier aux précepteurs traditionnels de la famille royale. La pression politique considérable exercée par l'opposition et l'entourage conservateur oblige finalement Isabelle à prendre la décision déchirante d'éloigner Puigmoltó de Madrid. 3 mois exactement après la naissance controversée d'Alphonse, le capitaine valencien reçoit brutalement sa mutation officielle pour Valence, officiellement pour prendre le commandement d'une garnison provinciale sans importance. Cette séparation imposée et cruelle brise littéralement le cœur de la reine, qui entretient ensuite une correspondance amoureuse secrète et passionnée avec son amant exilé pendant plusieurs années. Cette période marque un tournant décisif dans la vie sentimentale d'Isabelle II, qui devient progressivement plus prudente et plus discrète dans ses choix amoureux futurs. L'épisode Puigmoltó constitue indéniablement l'apogée de la vie passionnelle d'Isabelle II. Jamais plus elle ne connaîtra une liaison aussi intense et aussi dangereuse politiquement. Cet amour contrarié la marquera définitivement et influencera profondément tous ses comportements sentimentaux ultérieurs. Après l'éloignement forcé de Puigmoltó, les amants continuent néanmoins à se succéder dans la vie d'Isabelle, mais avec moins d'intensité passionnelle. Le général Leopoldo O'Donnell, personnage politique majeur et plusieurs fois président du Conseil des ministres, devient le suivant sur la liste des favoris royaux. Cet homme politique influent et expérimenté combine habilement et cyniquement les plaisirs intimes de l'alcôve et les affaires sérieuses de l'État. Leur liaison, moins passionnée et plus calculée que celle avec Puigmoltó, révèle néanmoins parfaitement les mécanismes pervers par lesquels Isabelle mélange constamment et dangereusement sa vie privée et ses responsabilités politiques publiques. O'Donnell profite systématiquement de sa position privilégiée pour influencer directement les décisions gouvernementales les plus importantes. Il obtient régulièrement d'Isabelle des nominations avantageuses pour ses protégés politiques, des contrats économiques lucratifs pour ses amis financiers et des interventions royales décisives en faveur de ses projets politiques personnels. Cette confusion permanente et systématique entre les sentiments personnels et l'exercice du pouvoir contribue directement à l'instabilité chronique qui caractérise tragiquement tout le règne d'Isabelle II. Isabelle montre également une prédilection marquée et constante pour les militaires en général, systématiquement attirés par leur prestance virile et leur assurance masculine qui contrastent si violemment avec l'apparence efféminée et la personnalité faible de son épouse officielle. Elle apprécie aussi particulièrement les artistes raffinés, notamment les musiciens talentueux et les chanteurs d'opéra réputés. Ces liaisons artistiques avec les musiciens révèlent un aspect généralement méconnu et plus noble de la personnalité complexe d'Isabelle II. Derrière la reine dissolue et scandaleuse se cache en réalité une femme authentiquement cultivée, véritablement sensible à la beauté artistique et aux raffinements esthétiques. Ses amants artistes lui apportent une dimension intellectuelle et culturelle précieuse que ne peuvent évidemment lui offrir ni les militaires brutaux, ni les politiciens uniquement calculateurs. Carlos Marfori devient l'un des derniers amants notoires d'Isabelle pendant les années finales de son règne.
Ce bel intendant personnel cumule les fonctions administratives et les services intimes, incarnant parfaitement la confusion généralisée entre public et privé qui caractérise cette période décadente. Leur liaison fait l'objet de caricatures, particulièrement cruelles dans la presse satirique de l'époque. José Ramirez de la Puente, grand d'Espagne et chanteur talentueux, représente le type parfait des amants aristocratiques et artistes qu'affectionne Isabelle. Cette liaison plus tardive, qui se prolongera pendant l'exil parisien, donnera naissance au dernier enfant de la reine déchue, confirmant sa fertilité persistante et sa vitalité amoureuse inaltérable. François d'Assise, de son côté, développe parallèlement sa propre vie sentimentale alternative avec Antoine Ramos Maneses, jeune homme distingué de la petite noblesse andalouse, qui devient progressivement son compagnon attitré et discret. Cette situation crée un ménage royal à 4 personnes tout à fait inhabituel et scandaleux dans l'histoire des monarchies européennes traditionnelles. La propagande carliste hostile exploite habilement et systématiquement tous ces scandales répétés pour discréditer définitivement Isabelle II. En 1865 paraît anonymement Los Borbones en Pelota, recueil absolument extraordinaire de 89 aquarelles pornographiques représentant Isabelle II dans diverses positions sexuelles explicites avec ses amants supposés ou réels. Ces dessins d'une crudité artistique absolument inouïe pour l'époque transforment littéralement la reine d'Espagne en personnage central de littérature érotique clandestine. Les illustrations particulièrement osées montrent Isabelle dans des scènes lesbiennes détaillées avec Sor Patrocinio, sa confidente religieuse, ou en compagnie galante de Carlos Marfori, son dernier amant officiel en date. François d'Assise y apparaît systématiquement dans des situations homosexuelles compromettantes avec le père Antoine-Marie Claret, confesseur officiel de la reine et archevêque de Cuba. Même Luis González Bravo, Premier ministre conservateur et fidèle soutien de la monarchie, figure dans ces scènes orgiaques collectives particulièrement dégradantes, longtemps attribuées faussement au célèbre frère Becker. Ces œuvres subversives sont en réalité signées du pseudonyme mystérieux SM et probablement créées par Francisco Ortego y Vereda, peintre républicain militant et anticlérical, convaincu. Cette publication clandestine connaît un succès commercial énorme dans toute l'Europe cultivée, circulant discrètement sous le manteau dans les salons bourgeois et les cafés intellectuels. Ces attaques pornographiques systématiques révèlent de manière saisissante l'ampleur considérable de la dégradation complète de l'image royale dans l'opinion publique européenne. Isabelle n'est définitivement plus perçue comme une souveraine respectable et digne, mais uniquement comme une femme de mauvaise vie qui déshonore publiquement son royaume et sa fonction. Parallèlement à tous ces scandales sexuels répétés, l'instabilité politique gouvernementale s'aggrave constamment et dramatiquement. Les généraux se succèdent mécaniquement à la tête du gouvernement. Narvaez, Espartero, O'Donnell, sans jamais parvenir à stabiliser durablement le régime chancelant. Chaque changement de Premier ministre s'accompagne automatiquement de bouleversements majeurs dans l'entourage intime privilégié de la reine. Cette instrumentalisation systématique et cynique de la sexualité débridée d'Isabelle par les hommes politiques ambitieux atteint rapidement des sommets absolument grotesques. Les ministres organisent régulièrement des présentations officielles d'amants potentiels à la reine, espérant cyniquement s'assurer ainsi son soutien politique inconditionnel. Cette prostitution, à peine déguisée du pouvoir royal, scandalise même les observateurs politiques les plus cyniques et blasés. L'opposition libérale et démocratique, longtemps divisée par des querelles idéologiques internes, commence progressivement à s'unir efficacement autour du rejet radical de la monarchie isabelliste corrompue. Le général Juan Prim, républicain convaincu et déterminé, organise méthodiquement plusieurs prononciamientos successifs pour renverser définitivement le régime décadent. Ces tentatives révolutionnaires de 1866 échouent encore, mais elles révèlent néanmoins la fragilité extrême d'un trône qui ne tient désormais
plus que par la simple habitude conservatrice et l'absence momentanée d'alternatives politiques crédibles et organisées. Francisco Serrano, l'ancien amant passionné devenu ennemi politique implacable, rejoint finalement les rangs de l'opposition révolutionnaire active. Cette trahison personnelle cruelle de l'homme qu'elle a le plus sincèrement aimé blesse profondément Isabelle au cœur. Serrano connaît malheureusement trop bien tous ses secrets intimes les plus compromettants pour pouvoir rester un allié politique fiable et discret. Sa défection annonce la fin inéluctable du règne. En septembre 1868, la révolution tant attendue éclate simultanément et coordonnément dans plusieurs villes espagnoles stratégiques. Prim et Serrano unissent finalement leurs forces militaires et politiques pour renverser définitivement la monarchie corrompue. Leurs troupes révolutionnaires battent facilement l'armée royale démoralisée au pont d'Alcolea le 19 septembre, aux cris vengeurs de « À bas les Bourbons ! Vive l'Espagne honnête !» Isabelle, qui séjourne tranquillement à Saint-Sébastien en ignorant la gravité de la situation, comprend brutalement que son règne touche définitivement à sa fin. Les nouvelles catastrophiques arrivent coup sur coup. Madrid est aux mains des révolutionnaires, l'armée refuse de se battre pour elle, les généraux fidèles capitulent les uns après les autres. Le 30 septembre 1868, elle franchit précipitamment la frontière française en train avec son entourage panique, abandonnant pour toujours un trône qu'elle a systématiquement déshonoré par ses excès personnels répétés. Cette fuite marque la fin définitive de 35 années d'un règne qui restera dans l'histoire comme l'un des plus scandaleux de l'Europe moderne. L'ironie tragique et cruelle de cette chute réside précisément dans le fait que ce sont ses anciens amants qui précipitent directement sa perte politique finale. Serrano et Prim, tous deux liés sentimentalement ou sexuellement à la reine déchue, deviennent paradoxalement les artisans efficaces de sa déchéance complète. Cette trahison révèle cruellement l'impossibilité absolue pour une femme de l'époque de concilier harmonieusement pouvoir politique et liberté sexuelle personnelle. À Paris, Isabelle s'installe confortablement avenue Kléber dans l'ancien hôtel Basilewski, somptueusement rebaptisé Palais de Castille. Elle y mène une existence mondaine dispendieuse et insouciante, fréquentant assidûment les salons artistiques de Montmartre, où elle est introduite par José Güell et ses fils entreprenants, qui lui font découvrir un univers social plus libre et plus secret. Cette nouvelle vie parisienne lui révèle un monde culturel infiniment plus libre et plus tolérant que celui de la cour espagnole traditionnelle et conservatrice. La reine déchue fréquente régulièrement la brasserie des Martyrs, établissement à la mode situé derrière l'église Notre-Dame de Lorette, où elle fait la connaissance personnelle des peintres impressionnistes révolutionnaires. Elle rencontre ainsi Édouard Manet, visiteur régulier du Prado, Gustave Caillebotte, Edgar Degas, Paul Cézanne et Camille Corot. Ces relations artistiques privilégiées lui permettent de découvrir une avant-garde culturelle stimulante, même si elle n'achète finalement que peu de tableaux malgré sa fréquentation assidue des galeries prestigieuses de la rue Laffitte. Isabelle assiste en 1895 à la première séance historique du cinématographe des Frères Lumière au salon indien du Grand Café Boulevard des Capucines. Elle rencontre également le célèbre photographe Félix Nadar et les puissants banquiers frères Pereire, découvrant ainsi le Paris moderne, innovant et capitaliste qui se construit sous ses yeux. Mais elle continue parallèlement ses liaisons amoureuses habituelles. José Ramirez de la Puente, grand d'Espagne et chanteur talentueux, devient son dernier amant significatif et le père de son dernier enfant illégitime. Ces nouvelles expériences sentimentales parisiennes lui révèlent qu'elle a toujours été fondamentalement prisonnière de son rang royal, plus que véritablement libérée par lui. Le 1er juillet 1878, Isabelle provoque un nouveau scandale retentissant, en vendant publiquement à l'hôtel Drouot environ un tiers de sa fabuleuse collection de bijoux royaux, estimée entre 8 et 9 millions de francs de l'époque. Cette vente spectaculaire, qui comprend notamment un collier exceptionnel de 43 perles naturelles de grande valeur, choque profondément l'Espagne officielle, qui y voit un nouveau signe révélateur de légèreté et d'irresponsabilité. Cependant, Isabelle offre parallèlement de nombreux bijoux précieux à ses amis parisiens,
notamment aux enfants du duc de Morny, montrant une générosité caractéristique mais inconsidérée. Ces gestes contradictoires révèlent une personnalité complexe, capable de grandeur et de petitesse selon les circonstances et les influences du moment. En 1870, Isabelle prend finalement la décision politique de l'abdication formelle en faveur de son fils Alphonse, espérant ainsi faciliter intelligemment une éventuelle restauration monarchique future en Espagne. Cette décision tardive mais sage permet effectivement au futur Alphonse XII de se présenter avantageusement aux Espagnols comme un souverain légitime et respectable, symboliquement lavé des péchés maternels accumulés. L'Espagne traverse alors une période chaotique, connue sous le nom de Sexenio Democrático, les 6 années démocratiques, marquées par une succession de gouvernements instables. Gouvernement provisoire, monarchie éphémère d'Amédée Ier, de Savoie, Première République espagnole. Cette instabilité chronique prépare psychologiquement le pays au retour éventuel des Bourbons. La restauration monarchique de 1874, orchestrée par le général Martinez, Campos ramène effectivement Alphonse XII sur le trône espagnol ancestral. Le nouveau roi, formé à l'étranger et conscient des erreurs maternelles, s'efforce systématiquement de faire oublier les scandales du règne précédent en incarnant une monarchie constitutionnelle respectable et moderne. Alphonse XII épouse d'abord stratégiquement sa cousine Mercédès d'Orléans, fille de Montpensier, union qui réconcilie symboliquement les branches dynastiques rivales. Après la mort prématurée et tragique de sa première épouse, il se remarie avec Marie-Christine d'Autriche, mariage plus politique que passionnel, mais qui assure la continuité dynastique. Isabelle vieillit progressivement et prématurément dans son exil doré parisien, marquée physiquement par ses excès passés et ses déceptions sentimentales accumulées. Ses amants se font naturellement plus rares et moins prestigieux socialement, la reine déchue, attirant désormais davantage les aventuriers opportunistes, en quête de fortune facile que les séducteurs authentiques et désintéressés. Cette déchéance sentimentale progressive accompagne logiquement sa marginalisation politique définitive. Plus personne en Espagne ne songe sérieusement à une restauration d'Isabelle II, devenue un symbole encombrant d'un passé que le pays préfère largement oublier. Son fils Alphonse XII représente désormais l'avenir monarchique respectable et constitutionnel. Les dernières années parisiennes d'Isabelle se caractérisent par une mélancolie croissante et une nostalgie persistante de sa grandeur perdue. Elle continue néanmoins à fréquenter les cercles artistiques et mondains parisiens, où sa personnalité encore charismatique et son expérience historique unique lui valent un certain respect intellectuel. Isabelle II meurt finalement le 9 avril 1904 dans son somptueux palais parisien de l'avenue Kléber, entouré de quelques fidèles nostalgiques, mais définitivement oubliés par l'histoire officielle espagnole. Son fils Alphonse XII, devenu un roi populaire et respecté, était malheureusement mort prématurément en 1885, laissant le trône à Alphonse XIII, né posthume, et qui régnera sur l'Espagne jusqu'en 1931. Ces obsèques parisiennes attirent une foule de curieux et d'anciens admirateurs, mais aucun représentant officiel du gouvernement espagnol. Cette absence protocolaire symbolise parfaitement l'effacement définitif d'une figure qui a pourtant marqué profondément son époque et influencé durablement l'évolution de la monarchie espagnole. Le corps d'Isabelle sera finalement rapatrié en Espagne bien plus tard, où elle repose aujourd'hui dans la crypte royale de l'Escurial, aux côtés des autres souverains espagnols, réconciliés dans la mort avec une dynastie qu'elle avait tant contribué à discréditer de son vivant. Le bilan historique du règne d'Isabelle II dépasse largement la simple chronique scandaleuse pour toucher aux questions fondamentales de la modernisation politique et sociale de l'Espagne. Cette femme, indéniablement victime d'un mariage imposé et d'une éducation dynastique défaillante, a cherché dans la multiplication systématique des amants une compensation psychologique à ses frustrations personnelles profondes. Sa quête, éperdue et pathétique d'amour et de reconnaissance,
l'a inexorablement conduite à confondre constamment et dangereusement sa vie privée et ses responsabilités publiques souveraines. Cette confusion persistante a contribué directement et durablement à discréditer l'institution monarchique traditionnelle en Espagne, ouvrant paradoxalement la voie aux expérimentations démocratiques et républicaines ultérieures. Isabelle II a involontairement démontré qu'une souveraine ne peut impunément défier les codes moraux stricts de son époque, même si ces codes sont fondamentalement hypocrites, sexistes et socialement contraignants. Sa chute spectaculaire illustre cruellement les limites absolues de la liberté féminine dans une société encore profondément patriarcale où le pouvoir reste essentiellement masculin. Ses nombreux amants, de Serrano à Puigmolto, en passant par O'Donnell et tant d'autres, ont tous systématiquement et cyniquement profité de leur position privilégiée pour faire avancer leur carrière personnelle et leurs intérêts politiques ou financiers. Aucun d'entre eux ne l'a véritablement aimée pour elle-même, détachée de sa couronne et de ses prérogatives royales. Cette instrumentalisation permanente et cruelle explique largement l'amertume finale d'une femme qui n'a jamais réellement connu l'amour désintéressé et authentique. L'histoire personnelle d'Isabelle II reste absolument unique dans les annales royales européennes par son ampleur scandaleuse et sa durée exceptionnelle. Aucune autre souveraine européenne n'a mené une vie sentimentale aussi publiquement tumultueuse, ni généré autant de scandales politiques sur une période aussi longue et dans des circonstances aussi dramatiques. Son cas constitue un laboratoire historique exceptionnel pour comprendre les rapports complexes entre sexualité, pouvoir et politique au XIXe siècle, époque charnière où l'ancien régime absolutiste cédait progressivement la place aux aspirations démocratiques et constitutionnelles modernes. Sa trajectoire personnelle éclaire de manière saisissante les contradictions de cette période de transition. Aujourd'hui encore, les historiens professionnels continuent à débattre passionnément de la véracité exacte des accusations portées contre elle par ses contemporains. Certains spécialistes y voient essentiellement une campagne de diffamation orchestrée systématiquement par ses ennemis politiques carlistes et républicains. D'autres historiens considèrent au contraire ces témoignages comme le reflet fidèle de la réalité d'une personnalité véritablement hors norme. La vérité historique se situe probablement quelque part entre ces interprétations extrêmes. Isabelle II a certainement eu des amants réels et des liaisons authentiques, mais peut-être pas autant ni avec autant d'impudeur que le prétendent ses détracteurs les plus acharnés. L'amplification propagandiste des scandales réels fait partie intégrante de la stratégie politique de ses adversaires. Cette nuance méthodologique n'enlève cependant rien à la portée historique considérable de son règne controversé. Isabelle II a incarné parfaitement la crise profonde de l'ancien régime espagnol, structurellement incapable de se moderniser et de s'adapter efficacement aux exigences démocratiques du XIXe siècle européen. Sa chute personnelle a paradoxalement ouvert la voie à l'expérimentation républicaine et à la modernisation progressive de l'Espagne contemporaine. Son histoire personnelle, au-delà des scandales sexuels amplifiés, témoigne également du sort particulièrement difficile des femmes de pouvoir dans une époque de transition sociale et politique majeure. Prisonnière simultanément de son rang royal et de son sexe biologique, Isabelle II a courageusement tenté de concilier ses aspirations personnelles légitimes avec ses obligations dynastiques contraignantes. Son échec retentissant révèle l'impossibilité pratique de cette conciliation harmonieuse dans le contexte social et politique spécifique de l'Espagne conservatrice du XIXe siècle. Les femmes de pouvoir devaient alors choisir entre la respectabilité publique et l'épanouissement personnel, choix impossible qui explique largement les drames individuels de cette époque. La légende noire persistante d'Isabelle II continue à dominer la mémoire collective espagnole, mais elle côtoie désormais une vision historiographique plus nuancée et plus compréhensive qui reconnaît en elle une victime des circonstances autant qu'une responsable de ses propres malheurs. Entre l'image traditionnelle de la sainte et celle de la femme déchue, aucune voie médiane n'existait socialement pour une reine qui aspirait légitimement à être à la fois respectée politiquement et aimée personnellement. Isabelle II
a finalement choisi l'amour au détriment du respect institutionnel, payant ce choix existentiel du prix le plus élevé possible, la perte définitive de son trône et de sa réputation historique. Son parcours illustre tragiquement les contraintes sociales et politiques qui pesaient alors sur toutes les femmes de pouvoir, contraintes qui expliquent largement les difficultés persistantes de l'émancipation féminine dans les sociétés européennes traditionnelles.